RC8 carbone. Lunettes de guidage 60 mm SV-Boni avec quasi 120. Support SV-Boni sur Vixen. ZWO AM5. Asia Pro mis sur le côté. Trépied TC40 pour AM5. PE200 rallonge pour AM5. Asi 2600 MM. ZWO. Ah, il a arrêté de pleuvoir. C'est maintenant que tu tournes la pelouse? Bah, j'ai fait la vaisselle hier soir. Ah non, c'était avant-hier. Il y a 3 jours. Bonjour à toutes et à tous, je suis Laurent de la chaîne Explore Astro. Alors, je vous ai mis en lien, en description, 2 vidéos, dont une là qui schématise parfaitement le fonctionnement de l'entraînement harmonique. Là, en 3D, on voit que c'est très clair. Et puis, vous avez également la seconde vidéo donc, qui va vous parler non seulement de son principe de fonctionnement, mais également dans quelle matière on l'a utilisé, notamment dans l'aérospatial. Voilà, j'ai placé la bête dans un premier temps, le trépied. Juste pour vous préciser, comme je vous avais parlé dans la dernière vidéo, j'ai mis les pointes, comme là je suis sur du gazon. Donc ça s'adapte bien. Maintenant je vais prendre l'appli du portable, faute de mieux pour l'instant, et je vais mettre au nord provisoirement, avec un logiciel qui s'appelle Compass Galaxy, et qui me donne le nord approximativement, sans oublier de mettre l'application GPS, de lancer le GPS sur le portable. Bon là il y a un contre-jour, je pense pas que ça se verra, mais je vais le faire. Donc je mets le pied vers l'avant, au nord, de façon à ce qu'il y ait un équilibre pour la monture. Et je vois que le nord m'indique à peu près, approximativement, entre les 2 pieds ici et le central. Voilà, là on ne devrait pas être mal. Et j'enfonce. Ensuite je vais mettre la monture. Tout est bien serré. Je mets la monture dessus. Je respecte le nord vers le pied à l'avant. Bon, c'est ce que vous faites d'habitude, a priori, après tout. Hein. Elle est fixée. Par contre, je vois mon niveau à bulle qui est pas bon. Il va falloir que je baisse un peu les pieds à l'arrière. Alors, j'en ai une qui est à peu près au centre. Et l'autre non. Alors, allez savoir laquelle est bonne. Bon, on va se fier à celle qui nous arrange. Bon, je ne sais pas si vous voyez les bulles, là, il y en a une qui est parfaite à gauche. Et celle de droite un petit peu décalée. Bon, le mieux c'est de prendre son niveau à soi, je pense. Mais bon, on va essayer comme ça, on verra bien. Je vais aller chercher le télescope à mettre dessus. Allez, c'est parti. En Vixen, comme j'ai tout le poids à l'arrière, donc je vais essayer de mettre un maximum de poids vers l'avant. Voilà, c'est serré, ça tient. Donc je vais régler la latitude. Je ne sais pas si vous voyez ici le point. Par défaut, elle est entre 35 degrés environ, sur ce point-là. Et puis ce soir, on réglera la polaire. J'avais l'Asia qui était placée à cet endroit-là, sur le porte-accessoire. Je l'ai décalé, je l'ai remis là pour voir ce que ça donnait, pour voir si les câbles ne gênent pas. Et on verra ce que ça donne. Alors tout ce petit matériel, je vais vous donner le poids du RC8 avec la Asi 2600, le AF, la lunette de guidage. Et donc j'utilise pas de contrepoids, normalement ça doit faire moins de 13 kg, sachant que le RC8 est en carbone. La fameuse télécommande. En fait, si on appuie un coup au milieu comme ça, on se retrouve, vous voyez, si le bouton s'allume en fast, j'espère que vous voyez, il s'allume, le bouton fast, et donc là on va pouvoir faire un mouvement très rapide avec la monture. Et on va essayer de le faire descendre un maximum avec la lumière dessus pour voir si ça passe. Et ça passe. Ici, si j'appuie sur le T, ici on est en tracking. Donc par défaut, il va se mettre en tracking sidéral. Si je rappuie au milieu ici, je peux faire un réglage fin.
On entend à peine. Et si je rappuie sur ce symbole là, retournement, je reste appuyé dessus, ça fait un bip, et la monture va venir se replacer dans sa position d'origine, en parc. Voilà, quand il a fait un bip, c'est que c'est fait. Bon alors rectification par rapport à la première vidéo que j'avais faite. En fait, l'alimentation, on peut alimenter exactement par ce biais ici, là, sur la prise de 3 ampères, directement la monture AM5 avec un renvoi coudé que j'ai fait passer directement dans l'asière. Je ne sais pas si on le voit ici. Voilà, c'est la caméra, pardon, l'asière est là. En fait, il vaut mieux alimenter directement l'asière par ce biais-là et ensuite ressortir de l'asière et le brancher ici. J'ai remarqué que en tout cas avec la caméra Z 2600, ça demandait énormément d'alimentation, énormément d'ampérage, ce qui fait que ça alimentait bien la caméra, mais plus la monture. Alors, on a une possibilité propre, en tout cas à la M5 avec l'Asière. Là, je suis sur l'Asière Pro, mais ce sera exactement la même chose, bien évidemment, avec l'Asière Plus. C'est qu'on va pouvoir piloter non seulement notre AM5, comme elle est connectée ici, en USB, mais on va aussi avoir la possibilité de la connecter directement en Wi-Fi, c'est-à-dire sans utiliser du tout le câble qui est fourni avec. Donc là, je vais déconnecter en fait la M5. Je vais sur Ethernet. Et vous avez l'IP ici qui est indiqué. Bon, l'IP, si je la remets en route ici en Ethernet, ça ne va pas fonctionner. Voilà, je la mets en route, et là, vous voyez, j'ai un message d'erreur, Connect Failed. Donc, je vais aller chercher mon adresse IP ici directement. Je note mon adresse IP. Bon, ça commence toujours par ces chiffres-là, ensuite le 1. Et donc, ça finit par 84. Donc, je retourne sur ma monture. Je vais mettre ici 84. Je vais faire OK. Et là, je peux allumer à nouveau la monture et aller connecter. Ici, vous avez Walk to Connect. Ça explique comment on peut la connecter avec un câble EQDIR, avec un câble RS232 et via USB câble. Connect via Network, bien en Wi-Fi. Il vous explique également la procédure à suivre. C'est exactement ce que je viens de vous montrer en ce qui concerne ça. Ici, on a l'info de la monture, exactement où on se trouve. Et puis, quand vous allez bouger la monture, vous allez voir tous ces chiffres qui vont changer. Ici, on a la position exacte de la monture. On a le son de la M5, c'est-à-dire quand fort, soft et mute. Soft, c'est pas mal quand on est à côté, ça permet de savoir s'il a terminé ou quand on la remet dans sa position initiale, eh bien vous aurez un tout petit bruit qui vous permet de savoir. Là, je vous épargne la mise en station. Alors j'ai eu un petit peu de mal quand même à la faire, faute d'habitude. Et puis bon, finalement j'ai trouvé ça pratique, mais j'aurais un peu mieux réussi la seconde fois. Et j'en ai profité également pour faire un recadrage, puisque j'avais déjà pris M82, mais en H-alpha. Cette fois, je vais la prendre en luminance. Allez, on va tenter. J'ai préparé ma session, je suis en mode plan. Dans le guidage. Ouais, il est en train de guider là. Je suis à 0,57. On peut peut-être faire mieux. Je vais regarder ce que je peux faire. Alors, est-ce qu'il va me faire un calcul? Pour l'instant, je suis très bien. Je suis en exposition 2 secondes, en gain 66, et là vous voyez, je suis en 0,5 fps. J'ai fait des darks que j'avais fait avant, avec donc une 60 mm SV Boni, 232 de focale et une ASI 120 mm. J'aurais pu y mettre une ASI 462, mais bon, je vais essayer comme ça. Je vais remettre un peu plus en agressivité, en déclinaison. Pour pas trop s'attarder, donc j'ai fait une pause de 600 secondes en H que j'avais déjà fait précédemment. Donc je me suis focalisé uniquement sur une seule pause en H alpha, et on va voir ce que ça a donné. En termes de suivi, j'ai eu à peu près entre 0,25 et 0,65 à peu près
au total, ce qui était vraiment correct. Encore une fois, là c'est avec un ASIR, on aurait rigoureusement, je pense, la même chose avec n'importe quel moyen d'acquisition. Voilà une brute de 600 secondes en H-alpha. On peut déjà voir que c'est quand même correct, et on va voir ça de plus près. On peut constater que les étoiles sont très rondes. Ici, on a une brute de 300 secondes en luminance. Et là, de plus près, on va pouvoir s'apercevoir que c'est le même topo. Bon, évidemment, là, on est en 300 secondes. Hein. Et pour une fois qu'on avait un beau ciel cette nuit-là, j'ai pu faire 47 fois 300 secondes en luminance, que j'ai traité, hein, sans oublier que on est quand même à 1620 focales, et c'est quand même correct. Bon là j'avoue j'ai pas mal galéré à la mettre, surtout tout seul. Et il y a un petit défaut sur cette monture, c'est qu'on peut pas faire d'équilibrage. Bon après les moteurs sont très puissants, puisque les moteurs sont bloqués, on ne peut pas faire d'équilibrage de son télescope. Donc c'est un peu gênant, je vais quand même mettre une barre de contrepoids. La barre de contrepoids je vais la rajouter avec un contrepoids de 5 kg qui vient de la Z2Q6 qui est beaucoup plus gros. Normalement, ils sont pas faits pour ça, mais j'ai quand même réussi à l'adapter. Il suffit de serrer davantage en attendant que je reçoive les miens qui sont normalement conçus pour le Q3.2 et qui, eux, font 20 mm. Vous voyez que là, on voit que ça pèse son poids. Alors tout seul, c'est pas évident. Avec une Loss Mandy, j'avais peut-être pas assez écarté. On n'a pas intérêt à se louper. J'ai du mal à la retenir, je la remets un peu vers l'avant. Normalement, il vaut mieux équilibrer le poids déjà à l'avance. Pas évident tout seul avec ce poids-là. L'habitude aussi de mettre la monture à l'horizontale quand je la place d'habitude. Mais bon, ça le fait quand même. Hein. La deuxième fois que je l'utilisais et que je plaçais un télescope dessus, c'était quand même nettement plus facile, j'avoue, avec le RC8. Alors le souci avec l'ASIR Plus, effectivement, c'est qu'il, comme il est plus long que l'ASIR Pro, là j'avais mis l'ASIR Pro sur la dernière configuration, et bien les câbles ici, même si on le met à l'envers ça va faire un peu de trop, les câbles et puis la clé USB risquent de venir taper. Donc en fait vous avez toujours la solution de venir décaler ici un tout petit peu l'ASIR. En fait il est juste retenu par une seule vis, espérant que vous la voyez ici. Et ça tient, il n'y a pas de souci. Sinon, vous la mettez, comme moi j'ai la chance d'avoir ici, porte-accessoire, sur le porte-accessoire directement. Mais bon, pour l'essai, je vais la laisser comme ça, on verra bien ce que ça donne. Bon, j'ai juste eu le temps de prendre une photo de l'écran, j'ai pas fait de vidéo pour cette session-là. J'ai eu pratiquement pareil que le RC8 au niveau du suivi, à quelque chose près. J'étais entre 0,30 et 0,75 sur la nuit là, et on va voir ce que ça donne en image. Alors là, à première vue, ça a l'air très correct. On va regarder ça un petit peu de plus près. On va pouvoir constater qu'il y a un tout petit défaut de coma. On voit qu'il y a eu un tout léger problème de suivi qui va se répercuter évidemment là sur les 47 images assemblées. Là, on peut le voir de plus près. Hein, ça part légèrement en bas à gauche. Fort heureusement, on va pouvoir corriger ça au traitement. Mais bon, on a quand même un résultat correct. Je pense surtout que ça vient peut-être du contrepoids trop lourd. Entre temps, j'ai reçu mes contrepoids donc adaptés à la M5, qui sont les contrepoids de EQ3.2 de 20 mm qui correspondent bien cette fois à la barre de contrepoids de la M5. Et donc je n'ai pas voulu en rester là, j'ai refait des essais en H-alpha. Et finalement j'ai utilisé le même contrepoids, donc il y avait 5 kg, hein, les deux barres de contrepoids faisant 5 au total. Et on peut voir que là j'ai aucun souci, que ce soit sur ma brute ou là sur toutes les images empilées, il y en a 29 x 600 secondes. Et même avec le temps de pause multiplié par 2, on voit qu'il n'y a aucun souci. Donc c'était bien un problème de mise en station la première fois. Voilà, juste pour le plaisir, la photo finale. Bon là je vous passe le montage, hein, c'était quand même relativement, pour voir, même beaucoup plus facile qu'avec le RC8 ou en tout cas la 120 ED Triplet Pro de chez Skywatcher. Cette fois, j'ai laissé l'ASIR directement sur la lunette, hein, la FRA400, et là on est sur un poids de 6,7 kg, toujours avec la même caméra, exactement la même configuration que tout à l'heure. Bon, cette fois avec la FRA400 donc, et la M5, on peut voir, bon, j'ai pas un super suivi, j'ai pas fait une très bonne mise en station sur la polaire, faute de temps. Et puis ça aussi entre 0,50 et 0,90. Ensuite, on peut s'apercevoir donc qu'en mettant 50% en ascension droite et 40% en déclinaison,
On obtient à peu près ce résultat-là. J'ai essayé de jongler, et puis ça n'a pas donné mieux. Bon, là c'est vraiment la IC 443, la nébuleuse de la Méduse. Elle est très basse là, à l'heure actuelle. Et là par contre on va voir que le differing par contre se rattrape très très vite. Dès qu'il y a une erreur périodique, cette monture elle a pour particularité de rattraper très très vite son erreur périodique. Et là par exemple ici, voilà, c'est pas une super image puisque là elle est très basse et puis la lune est quand même assez présente même si elle est derrière. On peut s'apercevoir ici que on va avoir une rapidité d'exécution du differing, ce qui me permet ensuite d'avoir réglé, je vous montrerai juste après, là si on descend à 0,81, vous voyez c'est reparti, j'ai réglé ici directement la stabilité à 1 seconde, comme ça revient très très vite à moins d'1 seconde, c'est-à-dire qu'à moins d'1 seconde d'arc, le guidage va se refaire et ça va pouvoir re-shooter à nouveau. Et puis une fois que le guidage donc s'est stabilisé en dessous d'1 seconde d'arc, si vous êtes là sur un Asier, eh bien j'ai réglé sur 3 secondes puisque c'est très rapide. 3 secondes, l'avantage de cette monture c'est qu'elle se stabilise très très vite, beaucoup plus vite en tout cas que la Z2Q6. Et puis alors je vous raconte pas par rapport à l'EQM35 où j'étais obligé de mettre 15 secondes et sur la Z2Q6 en général je mets 10 secondes. Donc là on a un bon rattrapage juste après le differing, c'est l'avantage. Vous voyez après le differing ici il est parti au bout de 3 secondes une fois qu'il s'est stabilisé en dessous d'1 seconde d'arc. Donc c'est vraiment très bien. Et bien là j'ai remodifié à nouveau le pourcentage d'agressivité sur l'ascension droite et la déclinaison. Et puis j'obtenais un peu mieux, là j'ai peut-être mis un petit peu de trop. Et j'obtenais un peu mieux, à l'instant j'étais aux alentours de 0,50. Mais bon, comme je vous dis, la mise en station n'a pas été faite de façon rigoureuse. Donc je peux pas m'attendre à beaucoup mieux. Bon, ce qui reste quand même acceptable sur cette focale, j'avais beaucoup mieux avec le RC8 et puis la 120 ED avec des focales plus importantes. Donc là ça passe quand même, hein, l'image on verra quasiment pas de différence, le fait que ce soit une focale courte. Bon, vous voyez que même en H-alpha on a quand même un bon suivi, les étoiles sont bien rondes, il n'y a pas grand chose à dire. Voilà, c'est tout à fait correct, hein. Allez, sans guidage, on va essayer de faire une pause de 60 secondes. J'ai stoppé le guidage. Et on va voir ce que ça donne. Je vous reprends tout de suite après. Voilà, l'image de 60 secondes va apparaître. Et c'est propre aussi, hein, ça suit bien sans guidage. Allez, on essaie de faire une 120 secondes. Même chose, je vous reprends après. Voilà, l'image va apparaître. Mystère et boule de gomme. Ouais, c'est encore propre, hein. On voit qu'il y a une toute petite déviation sur les petites étoiles là. Bon, ça veut dire qu'en faisant du visuel assisté en moins de 120 secondes, on peut avoir quelque chose de très correct. Juste pour le fun, je vais essayer 180, sachant qu'encore une fois, je n'ai pas fait une super mise en station. Il y a un tout petit peu de coma sur les étoiles là. C'est vraiment léger. On va se faire sur 180 secondes, on va voir ce que ça donne. Voilà ma pause de 180 secondes qui va apparaître. C'est encore propre, hein. C'est même plus propre que tout à l'heure, je trouve. Si on regarde les étoiles, franchement c'est propre pour une pause de 180 secondes. Je vais même tenter de pousser à 300 secondes pour voir ce que ça donne sans suivi, sans lunettes de guidage. Moi je trouve ça propre. C'est même mieux que tout à l'heure. Bon, sachant que là, je suis quand même complètement à l'ouest et je dois être quelque chose comme un peu moins de 13 degrés de hauteur. Allez, j'essaye 300 secondes pour le fun. Voilà, mes 300 secondes sont sur le point de se terminer. Bon, là, on voit quand même du coma. Bon, la moralité, voilà, c'est en tout cas à cet angle et à ce degré-là de latitude, ça fait un peu juste. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de coma sur les petites étoiles. Donc ça veut dire pour faire du visuel assisté en 180 secondes, c'est pas mal. Au-delà, ça paraît un peu compliqué. Mais bon, c'est déjà pas mal.
Alors ici, on peut voir sur une cible au nord, qui est pas très haute encore, IC63, IC59. On peut voir je suis un peu mieux déjà. Ça suit nettement mieux. Voilà, quand on voit ces étoiles-là, ça veut dire que mes darks sont à refaire. Regardez ce que ça donne comme ça, mais visiblement, ça suit beaucoup mieux. Mais c'est nettement plus propre. Accélération temporelle. On peut voir ici, tout à l'heure, en faisant une calibration, qu'on a quasiment les mêmes forces moteurs. On voit que ce soit en déclinaison en ascension droite, la force moteur est identique. Alors encore une fois, une brute de 300 secondes donc en H-alpha, on va la voir de plus près. Puis là on voit que malgré les tout petits défauts de suivi, ça pose absolument aucun problème. Cette fois, les 20 x 300 secondes H-alpha empilés. Et là à nouveau, si on le voit de près, à l'empilement on voit qu'il n'y a aucun souci. Je vais rajouter des signals, donc je n'ai pas encore traité cette image. Bon, je sais, ça me fait une bonne tête de vainqueur, mais en même temps, ça ne change pas beaucoup d'habitude. Dans les moins sur cette monture, je trouve que c'est... les niveaux à bulles, je vois pas pourquoi il y en a deux et pas un central, ça aurait été beaucoup plus simple, parce que j'en ai un qui avait l'air à peu près juste et l'autre qui était complètement déconnecté. Alors, est-ce qu'il y a peut-être une raison qui m'échappe? Bon, en tout cas, j'ai suivi celle de gauche et puis visiblement, ça a payé. Vous l'avez vu, il y a un défaut d'équilibrage. Enfin, un défaut d'équilibrage, je me comprends, les moteurs sont très puissants, donc on ne peut pas considérer qu'il y a un défaut d'équilibrage, mais en tout cas, si on veut le faire, l'équilibrage manuellement, eh bien, ça ne va pas être possible, puisque on ne peut pas débrayer les moteurs. Ils sont bridés, mais bon, ils sont quand même relativement puissants, ce qui n'a visiblement pas eu d'incidence après sur le suivi. Vous l'avez vu également, la Wi-Fi se fait donc en laissant la raquette avec le câble. Bon, je trouve ça un peu dommage qu'il n'ait pas intégré la Wi-Fi directement à l'intérieur. Et également, si vous voulez connecter la monture directement sur l'Azière ou autre d'ailleurs, là on sera obligé de passer directement par la box de la maison. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas le faire en n'étant pas à proximité de la maison, soit en RJ45, soit en mode station. Bon, je trouve qu'elle est relativement onéreuse, bien qu'elle soit évidemment à la pointe en ce moment de la technologie avec son système d'entraînement harmonique. Elle a les mêmes caractéristiques aussi que la ZEQ6, à savoir qu'elle peut supporter 20 kg. Et le gros avantage, c'est c'est vraiment une nomade. On peut la transporter vraiment facilement. Là, j'ai eu l'occasion avec mon club ici, dernièrement, de pouvoir faire une présentation pour un collège dans une mairie. Et puis, j'ai pu la monter facilement et ça a été vraiment un vrai bonheur. J'ai gagné un temps fou par rapport à la ZEQ6. Alors les plus, évidemment, ça va être son poids, comme je viens de le dire. Et puis, même sachant que le TC40, le trépied en carbone, non seulement est très léger, mais on l'a pu le voir, il supporte vraiment très lourd sans difficulté. Il n'y a pas de vibration, même en l'ancrant comme ça directement à même la terre. Et puis, l'avantage aussi, c'est qu'il ne rouille pas. Alors, j'ai pu constater qu'il y avait un suivi quand même relativement correct. Bon, même si c'est un petit peu inférieur à la ZEQ6, à chaque fois je compare avec celle-ci puisque c'est la mienne. Mais bon, le gros avantage que n'a pas la ZEQ6, c'est que cette monture à M5 va avoir des corrections périodiques très rapides. C'est-à-dire que si vous avez une erreur, ça va corriger très rapidement et on l'a vu également après un deferring, ce qui n'est pas du tout le cas d'autres montures, bien évidemment. Bon, les 2 premières fois, j'ai un peu galéré pour pouvoir la mettre en station, avec l'habitude aussi d'avoir les réglages à l'avant. Et puis au bout de la 3e fois, j'ai pu régler ça facilement. Alors surtout, si vous faites la mise en station, pensez à serrer les vis de latitude et les vis azimutales déjà un petit peu à l'avance, parce que si vous les serrez complètement en terminant, eh bien, vous aurez la polaire qui ne va pas être exacte. Si vous refaites à nouveau un plat de sol, vous verrez que ce n'est pas exact. Donc resserrez déjà un petit peu à l'avance, et puis pour finir, vous resserrez complètement. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura été utile. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt.